Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, renforcer les systèmes de sécurité alimentaire, c'est l'angle choisi par l'Organisation mondiale de la santé pour aborder la journée mondiale de la santé. Les aliments dégradés sont à l'origine d'au moins 200 maladies dans le monde. En République démocratique du Congo, la force de résistance patriotique de l'Ituri fait de nouveau parler d'elle. Depuis plus d'un mois, la population est la cible d'attaques récurrentes perpétrées par ces miliciens. Le championnat féminin de football a redémarré samedi en Guinée équatoriale. L'Intercontinental a affronté les Étoiles d'Ewiso, une rencontre qui s'est fait attendre après un an d'interruption liée à des difficultés financières. Journée mondiale de la santé donc ce 7 avril. Le thème de la sécurité sanitaire des aliments a été choisi cette année. Les aliments comportant des bactéries, des virus ou autres parasites seraient responsables de la mort de 2 millions de personnes chaque année. La détérioration des aliments peut avoir plusieurs origines. Les changements environnementaux, des perturbations dans la chaîne de distribution ou encore la résistance de certains microbes. Des facteurs augmentés par le commerce mondial des aliments. La possibilité aux industries agroalimentaires de pouvoir faire des études et des études de qualité. C'est pas pour nous vendre en fait coûte que coûte ce que eux ils fabriquent, mais c'est pour nous faire comprendre un petit peu la qualité de ce que eux ils peuvent fabriquer et qui puissent nous apporter les nutriments nécessaires pour notre alimentation. Ce qui fait qu'ils n'ont plus les mains libres. Les industries agroalimentaires sont presque parties. Les jeunes qui ont fait les études pour pouvoir améliorer un petit peu les conditions de notre nutrition, pour améliorer un petit peu la sécurité alimentaire, n'ont plus les mains libres. Ils n'ont pas la possibilité de pouvoir faire les études sur place, d'étudier les produits que l'on consomme sur place, quels sont les types de mélanges que l'on peut faire pour arriver à avoir une nutrition correcte. Voilà, vous venez d'entendre les propos du médecin malien Demba Sissoko. 4 jours après la tuerie de l'université de Garissa, le Kenya annonce avoir mené un raid aérien sur les positions des Shebab. Le groupe islamiste a revendiqué l'assaut du campus et le meurtre de 148 personnes jeudi 2 avril. L'état-major a déclaré lundi avoir survolé la région frontalière de Gedo et avoir détruit des camps occupés par les Shebab. Ces derniers, par la voix de leur porte-parole, ont confirmé la riposte kenyane, mais déclarent n'avoir subi aucune perte. Pour rappel, 22 000 soldats kenyans combattent les Shebab en Somalie depuis 2011 dans les rangs de l'AMISOM, la force mandatée par l'Union africaine. En République démocratique du Congo, 4 miliciens de la force de résistance patriotique de l'Ituri ont été tués et 10 autres blessés samedi lors d'affrontements avec l'armée régulière dans l'est du pays. Depuis 2 semaines, l'armée patrouille dans la région pour mettre fin aux agissements des milices. Les populations dénoncent des exactions récurrentes malgré la reddition récente de certains miliciens. Grazela Tchakounte. La FRPI ressurgit en République démocratique du Congo. Depuis quelques semaines, des exactions attribuées à la force de résistance patriotique de l'Ituri se multiplient. Pillages, vols, enlèvements, viols collectifs. Malgré l'arrestation de son leader Cobra Matata en janvier 2015, le groupe de miliciens ne semble pas avoir perdu sa capacité de nuisance. Cobra Matata s'est rendu aux autorités congolaises, mais il se trouve qu'il n'a pas été suivi par un certain nombre de ses lieutenants. Et donc, c'est comme ça qu'il procède de façon récurrente à des violences qui, bien évidemment, affectent les populations locales dans l'Ituri. Le FRPI comptait ce jour 1 millier d'hommes. C'est 10 fois moins qu'il y a 10 ans, mais suffisant pour terroriser les communautés. Face à cette situation, le dialogue apparaît alors comme la seule solution. Le gouvernement de Kinshasa doit engager le dialogue avec les responsables de ces exactions. Parce qu'il y a eu des tentatives d'opérations militaires dans le passé et la situation n'a pas été réglée pour autant. Et donc, il faut que ces miliciens obtiennent des garanties de la part du gouvernement pour que finalement ils soient amenés à comprendre que la solution ne passe pas par la violence. L'an passé, les autorités congolaises avaient entamé des négociations avec la FRPI en vue d'une reddition. Mais l'arrestation du leader du groupe ajouté aux violents combats qui ont opposé les miliciens à l'armée congolaise fin janvier n'ont rien arrangé. Ces miliciens se sont rendus le 16 mars dernier aux forces armées congolaises. Un pas en avant certes, mais encore trop minime pour affaiblir ce groupe.
Depuis ce samedi, le Niger possède un comité de 19 membres chargé de statuer sur les problèmes de l'accaparement des terres et de la privatisation des pâturages. L'attribution illégale de territoires est souvent source de conflits, parfois meurtriers, entre agriculteurs et éleveurs. L'initiative mise en place par le Premier ministre répond à l'appel de l'association Sauvons les terres pastorales. L'enjeu est conséquent. Le Niger possède 15 millions d'hectares agricoles, soit 12% d'espaces cultivables. Au Zimbabwe, 4 mois après son éviction du parti, l'ancienne vice-présidente du ZANU-PF, Joyce Mujuru, a officiellement été exclue. Celle qui a longtemps été pressentie comme l'héritière du président Robert Mugabe est accusée d'avoir comploté contre lui. L'annonce a été faite vendredi 3 avril par la voix du parti. Les détails d'Aminata Jack. C'est effectif, l'ancienne vice-présidente zimbabwéenne Joyce Mujuru, limogée par le président Robert Mugabe, a été exclue de la ZANU-PF, le parti au pouvoir. Accusée de corruption et de complot contre le chef de l'État, ce dernier l'avait publiquement désavoué en décembre 2014 devant les délégués du parti. Joyce Mujuru est l'une des figures emblématiques de la ZANU-PF. Elle a été longtemps considérée comme probable héritière de Robert Mugabe. Joyce Mujuru, elle fait partie de la ZANU-PF, elle est dans la lutte depuis les années 70. Elle a rejoint la ZANU-PF relativement jeune. Elle a participé à la guerre de libération. Elle était dans les cabinets ministériels au moment de l'indépendance. Elle a occupé un certain nombre de fonctions gouvernementales jusqu'à donc être vice-présidente. Donc là, son exclusion montre bien, je pense, qu'il y a une volonté de la part de Mugabe d'éviter que le pouvoir ne soit repris par des personnalités qui auraient, entre guillemets, évolué avec lui. Pour l'historien, Joyce Mujuru pourrait être victime d'une disgrâce au profit d'une succession dynastique. En effet, la première dame, Grace Mugabe, qui dirige la direction de la puissante Ligue féminine de la ZANU-PF, nourrit également l'ambition de diriger le Zimbabwe, allant jusqu'à se mettre en campagne contre l'ancienne vice-présidente. Il ne faut pas oublier que Joyce Mujuru a été virée parce qu'elle était accusée de corruption, de complot d'assassinat. Donc on rentre un peu dans cette dynamique du complot qui permet à des régimes comme celui de Mugabe d'écarter des personnes qui seraient susceptibles de leur succéder. Après, le cas est quand même assez particulier parce que dans d'autres cas, ce sont souvent des successions un peu dynastiques. On met en avant le fils ou la fille. Et là, Joyce Mujuru est très clairement mise de côté. Et je crois que la première dame du Zimbabwe a aussi joué un rôle dans le fait que Mujuru a été écartée. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments dont on n'a pas nécessairement tous les tenants et les aboutissants. La ZANU-PF connaît des divisions depuis plusieurs années. Ces dissensions avaient affecté le parti arrivé en deuxième place au premier tour de la présidentielle en 2008. À 4 ans des prochaines échéances et aux avis de plusieurs spécialistes concernant la capacité de Robert Mugabe à se représenter à la présidentielle, les tensions risquent de coûter cher à la formation politique. Du sport pour terminer ce journal, et pour certains observateurs, c'est une véritable résurrection. Le premier match de la Ligue féminine de football s'est joué ce samedi en Guinée équatoriale. Des difficultés économiques avaient retardé l'événement, comme nous le montre ce sujet de Léopoldo Enemé-Batsou. Après un an de paralysie, la Ligue féminine de football a démarré ce week-end en Guinée équatoriale avec le match entre les équipes intercontinentales et les étoiles de Waiso. Le retour de compétition de football féminin était très attendu les amateurs du ballon rond. La Ligue féminine de football a été victime des difficultés économiques et financières de l'ancienne équipe de la Fédération équatorienne de football. Le manque de dynamisme et de coordination de l'ancienne équipe fédérale de la FEGIFOOT a paralysé le sport féminin. Mais avec les innovations apportées et les efforts des uns et des autres, nous allons réussir à relancer cette discipline. La création de clubs de football féminin a drastiquement baissé en Guinée équatoriale ces dernières années. Selon les entraîneurs, les régularités du championnat féminin jouent négativement sur les performances des joueuses. Les filles sont les mêmes, mais au niveau du rendement physique, elles ont beaucoup changé durant toute la période où elles n'ont pas joué. Cela nous fait prendre conscience qu'il y a encore du travail pour améliorer leur forme physique. La Ligue féminine qui a démarré ce samedi en Guinée équatoriale compte 12 équipes.
6 équipes jouent dans la région insulaire et les 6 autres dans la partie continentale du pays. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.